de gens qui répondent à nos invitations. Merci d'être ici. Bien, d'abord, c'est ça, ceux qui ne me connaissent pas, là, Aline Landré, je suis l'agente du patrimoine de la ville de Caraquette. C'est la ville qui offre gracieusement les rendez-vous d'histoire depuis presque 10 ans déjà. Je passe mes messages avant parce que des fois, vous partez plus vite à la fin. Petit message. Pour ceux qui n'ont pas pu assister au rendez-vous d'histoire de la conférence intitulée « L'affaire Louis Mailloux, 150 ans plus tard », elle sera présentée à nouveau le 22 avril à la salle communautaire de l'église de Boc-à-Raquette. Donc, le prochain rendez-vous va être à Boc-à-Raquette le 22 avril. Surveillez nos invitations. Cette conférence sera également disponible sur le site web de la ville dans peu de temps. C'est grâce à la collaboration du CCNB, qui sont ici d'ailleurs ce soir encore, qui filment nos conférences et qui nous les transmettent par la suite et on les place sur le site web de la ville. Avant de poursuivre, un petit rappel, s'il vous plaît, si vous pouviez éteindre vos cellulaires. Et sur ce, notre illustre conférencier de ce soir n'a pas besoin de présentation, Clarence Le Breton. Bon, alors, bonsoir, merci d'être venu en si grand nombre, avec un petit Norrois qui s'excite, hein? J'aimerais tout d'abord vous dire ceci. La période que je vais vous raconter ce soir, c'est une période qui, pour moi, est un peu nostalgique, parce que j'ai beaucoup connu cette période-là. Alors, c'est avec un peu d'émotion que je parle de ça. C'est un sujet, évidemment, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de matériel, mais c'est une question de faire un choix, des fois, dans des photos et tout ça. J'aimerais aussi vous dire ceci. Le langage utilisé dans beaucoup d'explications sera des mots anglais. Une cour à bois, ça ne marchait pas. Ça s'appelle la yard. Okay? Alors, vous allez voir que souvent, je vais utiliser des mots de la langue anglaise pour, évidemment, expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, j'explique au départ le titre, l'ère des steam. Le steam, ça vient du mot steamboat, OK? Mais steam, ça ne se prononce pas steam. Alors, ici, quand le bateau arrivait pour du bois, on dit le steam est arrivé. Alors, c'est pour cette raison-là qu'il est entre guillemets. Alors, pour ceux qui ont fait les gorges chaudes, dont j'en connais, lorsqu'ils ont vu le titre, je leur dis, mais écoutez, c'est ça que c'est. Alors, la première diapositive, c'est assez intéressant, c'est un bateau norvégien au début des années 50 qui quitte le port de Shippagan, OK? Avec du bois de mine, OK? Du bois de mine, c'est une autre histoire que du bois de pulp, on expliquera ça un peu plus tard. Alors, les frères Goncourt, vous savez, le prix Goncourt, à tous les ans, disaient ceci. L'histoire est un roman qui a été. Alors, pour moi, l'époque, maintenant révolue, qui est disparue, des bateaux qui venaient chercher, comme on disait, du pulp, ben, ça a été, pour plusieurs, un roman. Pour d'autres, des fois, tragédie. On en parlera. Mais notre histoire ne commence pas avec le pulp. Notre histoire commence, évidemment, avec le bois qu'on appelait le bois de conséquence. Hein, les vieux ne disaient pas des 2x4, au lieu du bois de chauffage, ils disaient, ça c'est du bois de conséquence, c'est-à-dire du boîtier. Alors, vous avez ici une annonce de la Gloucester Lumber à Bathurst, okay, qui était un grand port pour exporter le bois, parce qu'il y avait beaucoup de moulins à Bathurst à l'époque, surtout le moulin de Kennedy Burns. Et là, vous avez ces vapeurs qui viennent au quai de Bathurst chercher, évidemment, des cargaisons de bois.
Alors, vous avez le moulin des Burns, OK? Ils en avaient aussi un à Burnsville, OK? Ils fournissaient du bois de construction, mais vous voyez sur le quai au fond, vous avez du bois, c'est du bois de mine. Hein? À l'époque, de cette époque-là, c'est le bois de mine parce que dans le nord de la France, nord de la Belgique, hein, les mines de charbon, ils ont besoin du bois de mine qu'on appelle dans le langage du pit prop. Pit, c'est le trou, la mine. Le prop, c'est le poteau. Alors, lorsqu'on disait que le bateau arrivait pour une char, pour un voyage de pit prop, c'était du bois de mine, qui est plus long, comme vous le savez. À Caraquette, évidemment, n'est pas en reste dans les activités de l'exportation du bois. Vous avez ici la Lindsay du capitaine Lantaigne, dans les années 1910, avec du bardeau. Okay, vous voyez les bunches de bardeau sur le quai. Ça, c'est au quai des Young. Vous avez aussi des barils. Hein? Ils exportaient du baril. Vous savez, le capitaine Lantaigne, hein, le père de Marguerite Lantaigne, et le grand-père de Julien Lantaigne, l'arrière-grand-père de Norbert Lantaigne, qui est ici ce soir, hein, faisait du cabotage. Caraquette, Gaspésie, l'automne, il montait évidemment avec des chargements d'huîtres. Hein. La caraquette avec 2 T, l'huître, on l'appelait la caraquette avec 2 T sur les annonces, était très prisée par le marché de la ville de Québec. Alors, le capitaine Lantaigne se faisait évidemment tout un commerce avec ça. Ça, c'est le quai des Follies maintenant. OK, photo prise en 1910 au quai des Follies avant le chargement de madriers et de planches. Et là, vous avez un 3 mâts. C'est beaucoup plus gros que la Lindsay du capitaine Lantaigne. Et c'est tout probablement le printemps. Je vous explique pourquoi. Les Robins, les Follies, faisaient venir ces grands navires-là chargés de sel. Ils arrivaient la plupart du temps mi-mai, parce que le sel est indispensable à leur commerce et ils contrôlent le sel. Alors, il n'y a pas de poisson à exporter parce qu'on n'a pas pêché l'hiver, ben, on emporte du sel de l'Europe, soit de Liverpool ou de Cadiz en Espagne, et pour s'en retourner, okay, ils emportent évidemment du bois de conséquence, encore une fois. Et ils vont revenir plus tard dans l'été, et là, ils vont avoir des changements de morue. Alors ça, c'est intéressant, parce que la première fois qu'on entend parler d'une façon précise l'exportation du bois de pulpe et surtout du bois de mine à l'époque, c'est en 1934. Vous avez ici, à la droite, oui, P.J. Venneau. P.J. Venneau était le député fédéral en 1934. Le gouvernement à l'époque est le gouvernement Bennett, qui va se faire défaire en 1935 par Mackenzie King. Mais P.J. Venneau, comme vous le savez, avait été premier ministre du Nouveau-Brunswick. De 1923 à 1925, il avait remplacé le premier ministre Foster. C'est le premier Acadien à être premier ministre du Nouveau-Brunswick, mais non élu. Par après, il se présente au fédéral. Et en 1934, okay, lors d'une réunion d'un comité, P.J. Venneau demande au ministre des Transports, qui était Hugh Stewart, qui venait de l'Ontario, qu'il était important de faire creuser le chenal pour se rendre au port de Caraquette, car depuis 1931, on exporte du bois de mine et que l'année précédente, c'est-à-dire en 1933, on avait exporté 20 000 cordes de bois. OK? Du bois de mine. Alors, c'était très important et le chenal a toujours été ici, surtout à la Pointe d'Arbre, une cause de souci par le manque d'eau. Les ravages des guerres en Europe créent une demande de bois pour le bois de mine que pour le bois de pulpe, mais surtout le bois de mine. Après la Première Guerre mondiale, comme vous savez, le nord de la France avait été dévasté. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose. Et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, la question d'avoir du charbon pour relancer l'industrie, tout ça était très importante et il fallait remettre les mines en fonction. Alors, il y a une très grande demande du bois de mine et là, vous avez exactement une photo. La photo date au début des années 50, peut-être fin 40.
OK, de bois de mine. Le tout commence en forêt, hein? On sait. Et là, vous avez une scène d'un cas de bûcheron avec la petite... Je sais pas, moi j'appelle ça une bouline, mais en tout cas, c'est un guide pour aller du bois dans le bois. Alors, vous voyez ici le gars qui est avec... Et ça, c'est de la pulpe, du bois de pulpe, plumé à la sève. OK? Il y a deux manières. Le bois, à l'époque, il fallait qu'il soit plumé. Plus tard, lorsque les moulins à papier vont être équipés, je ne sais pas, on appelait ça des barkers. Là, c'était plus nécessaire. Mais à l'époque, c'est plumé à la sève. Plumé à la sève, c'est pas compliqué. Si tu prends ta hache quand le temps est bon, puis tu tires, tu décolles le début, puis ça se plume tout seul. Alors ça, c'était plumé à la sève avec le cheval. Prochaine. Là, vous avez un gars qui plume au couteau, avec deux manches, là. C'est une job d'enfer. Moi, j'ai fait ça un avant-midi. J'avais 14 ans. Puis vous savez, tu as un banc, là. La plupart du temps, tu es assis, tu n'es pas debout. Là, c'est en train de plumer du bois de mine qui est long. Alors, mais la plupart du temps, quand c'est du 4 pieds, tu es assis, puis là, tu pèses pour que ça tienne le bois, puis là, tu hales pour couper, pour enlever l'écorce. Mais quand il y a des nœuds, là, puis quand tu as 14 ans, puis tu as à peu près le bois comme un bâton de popsicle, là, à midi, tu dis à ton père, moi, je ne fais plus ça. Alors, vous avez ici Vincent Lausier de Tilley Road. C'est Philippe Basse qui m'a trouvé cette photo-là. Suivante. Alors, une corde de bois, hein? Lorsqu'on parle d'une corde de bois, lorsqu'un bateau vient et charge 2500 cordes de bois, mais c'est pas compliqué, hein? C'est 4 pieds de large, 4 pieds de haut par 8 pieds de long. Bon. Suivante. Et là, c'est là que moi, je me suis exercé pendant un avant-midi, là. Le bois est épilé l'automne d'avant, OK, à passer l'hiver dehors, là. Puis là, le printemps, ça, c'est Alban Légère, puis je pense que c'est son frère Lucien, OK. Ah! Et là, évidemment, hein, tu t'installes, le bois a passé l'hiver dehors. C'est la job la plus tough qu'il y a sur la terre, je vous le dis. Puis surtout quand tu tombes dans le rang d'en bas, là, puis le bois est un peu sale, avec la vase dessus, là. Je vais vous dire une chose. Mais c'était, comme disaient les gens à l'époque, c'était de la yang. Alors, c'est un travail, comme vous le savez, très exigeant. Et là, vous avez une yard, hein, une cour à bois, et vous voyez comment c'est pilé haut. Là, vous avez, c'est du bois de mine, parce qu'à l'époque, lorsque ça commence, le bois de mine est très en demande. OK? Et là, vous avez des yards, beaucoup de yards. OK? Je vais vous les nommer. La liste des compagnies de yards. La suivante. Gloucester Lumber. OK? Natters. Henderson Lumber, de la Miramichi. North Shore Theatre. Percy Cormier. Tu sais, au coin Batters, Percy Cormier. Isaac Curry, de Rivière-du-Portage. W.S. Logie. Camille Lacroix de la Gaspésie et Freddie Young. Et là, je vais dire, avant la prochaine slide, je vais dire, la Gloucester Lumber était en arrière chez Paul Lantin, Home Hardware. La Henderson Lumber était, la Yard, était où est la Cirtex aujourd'hui, où Acadinor est aujourd'hui. La North Shore Theatre est en arrière chez Julien Lantaigne. OK? Je suis en arrière chez Norbert qui est ici ce soir. Et qu'est-ce que c'était la North Shore Theatre? C'était John Coughlin et sa femme Elisabeth. Ils appartenaient le cinéma à Tracadie, puis ils renaient leur business de bois sous le nom du cinéma. D'après moi, c'est une game d'impôts ou je ne sais pas trop quoi, là. Bon, OK. Isaac Curry, W.S. Logie,
Ça dépendait. Le Douest, vous savez ce que je demeure sur la rue des Robins, mais il y avait une yarde à bois, là, puis les lots qui ont été là un bout de temps. Camille Lacroix, c'était à la fin, puis c'était surtout le syndicat forestier. Des trucks arrivaient d'un peu partout avec leurs chargeuses. C'était pas des yards. Et Freddie Young avait sa yarde à bois, où est le Caraquette aujourd'hui, le restaurant Le Caraquette. On va voir ça. Alors, vous avez ici John Catlin et sa femme Elisabeth. Vous savez, Elisabeth, c'était une Robichaud d'Inkerman. Alors, vous avez des propriétaires de la North Shore Theatre, John Catlin, son épouse Elisabeth. Et lorsque John Catlin meurt, Elisabeth, pendant une dizaine d'années, va mener cette business-là elle-même. Et lorsque moi, j'ai travaillé sur les bateaux les dernières années, j'avais, je ne sais pas, 16-17 ans, comme slinger, je vais vous expliquer bientôt. C'était Mme Catlin qui était la patronne la plupart du temps des chargements qu'on travaillait dessus. Alors, vous voyez là, ça c'est la cour à bois Freddie Young. Et vous voyez où sont les cordes de bois là? Mais c'était là, c'est là où est le Caraquette aujourd'hui. OK? Et là, évidemment, le Caraquette est fermé. Freddie Young a été dans le bois, mais pas tellement longtemps, mais assez pour avoir une photo. Et le monsieur que vous voyez là, c'est Frédéric Blanchard. OK? Alors, les cours à bois étaient la plupart du temps à proximité du quai, dans l'arrière de chez Félix Lantaigne, à l'arrière du Roman Douai de nos jours, ainsi que situé à Acadie-Nord, à l'arrière de chez Julien Lantaigne. Et c'est une des raisons pourquoi on a arrêté d'exporter du bois de Chupagan. Premièrement, il n'y avait pas de place proche du quai pour avoir des yards. Deuxièmement, si tu sortais un peu des yards, c'est du terrain, c'est un peu beaucoup de mousse. Et c'était très important que les yards, les cours à bois soient près du quai. Et la Caraquette, celle qui était la plus loin, c'était sur Julien Lantaigne, puis tu vois le quai de la cour, là. On continue. Dans une yard, il y a le shack du scaler. Et la plupart du temps, le scaler, OK, celui qui mesure le bois, va être employé par plusieurs compagnies. Mais ça, il avait Hubert Savoie de Tracadie a été peut-être la personne la plus connue de ce monde-là. Et il pouvait, évidemment, mesurer le bois pour Gloucester Lumber ou autres compagnies. Mais il était très, si vous voulez, très populaire. Et vous savez, le camion arrive, et avant d'arriver dans la cour, dans la yard, il arrête là, et le skieur va mesurer comment de bois qu'il y a sur le camion. Parce que c'était... Puis là, il y a une règle spéciale avec des bouts là, qui accrochaient. Et ça, c'était, évidemment, ce qu'on appelle le shack du scaler. Puis dans le shack du scaler, il faut comprendre que dans les grandes années, OK, l'âge d'or de cette époque-là dont je vous parle, ça a été de 1950 à 1965. C'est 15 ans vraiment intensifs. Et le printemps, évidemment, les yards, OK, c'est trop mou, il faut attendre un peu. Mais quand ça commence à haler du bois, là, ça hale jour et nuit. Alors, le scaler est là, Hubert Savoie est là, puis autour de 9 heures le soir, bien, des fois, la bouteille a pris dessus. Ça, il y a une chose, hein, par rapport aux bateaux qui venaient, la boisson était la bienvenue, OK? Et je vais vous raconter des choses. Alors ici, vous avez Félix Lantaigne, la yard à Félix Lantaigne, OK? Vous avez Félix Lantaigne, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est le père à René Lantaigne, OK? C'est une petite bedaine, comme on dit. Et il a été, hein, pendant, je pense, toute sa carrière, c'était lui qui conduisait la grue sur Como et Savoie, c'est ce qu'on appelle la crane. Et Théogène me disait, c'était un art de voir cet homme-là manier une crane, parce qu'à l'époque, c'était tout avec
C'était quelque chose d'exceptionnel. Alors ça, c'est Félix dans l'arrière, en arrière de chez eux. Et moi, je me souviens, hein, lorsque l'automne arrivait, que les bateaux étaient finis, mais il restait toujours du bois. Alors, ceux qui étaient jetés, qui n'étaient pas bons, et là, Félix ramassait ça, puis nous autres, on était petits gars, moi puis René, puis on coupait ça. Il coupait ça, puis on ramassait ça pour lui. Alors, le déroulement de l'arrivée d'un steam. Mon grand-père est le maître du Havre à Caraquette, à partir de 1945 jusqu'en 62. Et il faut comprendre qu'un steam, là, quand il arrive, comme diraient les vieux, c'était de la bonne gang, OK? Et aussitôt qu'on entendait parler, ou quelqu'un avait vu Martin Gionnet, ou Jadus Lantaigne, qui étaient des pilotes à l'époque, se rendre à la bouée d'assurance avec un pick-up de pêcheurs qui les apportait là parce qu'ils étaient les pilotes, ça appelait sur Pépé, puis ailleurs. C'est-il vrai que le steam est arrivé? OK? Puis lorsqu'on dit oui, le steam est arrivé, bien évidemment, hein, ça voulait dire que le lendemain matin, on engage. Alors, l'arrivée de la bouée d'assurance, le premier à monter à bord est le pilote, qui était Jadus Lantaigne, ou Martin Gionnet, le père à Fernand Gionnet. Et pendant de l'an, ce sont les autres qui ont exercé cette fonction-là. Prudent Lantaigne et Clarence Savoie ont été les derniers pilotes pour le port de Caraquette. OK? Surtout Clarence, parce qu'à un moment donné... Et on m'a dit hier que Zoël Gionnet, le crabier, a aussi, une fois ou deux, à l'occasion, été pilote pour des bateaux. Alors, le premier qui monte à bord, c'est le pilote. Suivi. Voilà, ça va très bien, là. C'est juste que faut pas s'énerver, hein? Faut pas s'énerver. Alors, vous avez ici un bateau qui attend l'accostage de l'arrivée de la pointe de l'île. Vous voyez l'île à l'arrière. Puis là, vous voyez ce bateau-là qui est arrêté. Puis, il y a un petit bateau à côté. Je n'ai pas le nom du bateau. Puis, il est arrêté, ça c'est définitif, parce que le petit bateau à côté, puis l'échelle est descendue. Tout probablement qu'il y a déjà un bateau qui est en train de sortir, puis le chenal à la tête du quai n'est pas grande pour avoir deux bateaux en même temps qui naviguent. Alors, il attend tout probablement que l'autre sorte pour que lui puisse rentrer. C'est pour ça que le bateau est venu chercher, et puis le pilote va revenir. Alors, on continue. On l'a promis à monter à bord du bateau, OK? Lorsqu'il est accosté. Ça, c'est un des grands bateaux qui est venu à Caraquette en 1955, OK? Au-dessus de 400 pieds. C'est pas un petit bateau, ça, là. Mais le plus grand, on le verra tout à l'heure. On l'a promis à monter à bord, c'est le maître du Havre. Suivante. C'est mon grand-père, Henri Chenard. Okay? Il y a un maître du Havre de 45 à 63. Et là, il faut que je vous raconte une histoire, OK? Moi, je suis né dans la maison à Bernard-Thériault, là, vous savez, parce qu'il était maître du Havre, d'après moi, parce qu'il était très près du Havre, puis il avait eu la job à cause de Freddie Young, en tout cas, c'est une autre histoire. Et puis ça payait, à l'époque, là, c'était 30 par bateau, là. Il n'a jamais été en Floride en vacances. Alors, et moi, j'ai petit, j'ai 5 ans, il me prenait par la main, puis j'allais avec lui, puis je montais à bord du bateau. Et c'était toute une histoire. Puis quand on allait sur le quai, il y avait François Lantaigne, qu'on appelait Frank Lacorne. Il disait, puis moi, il m'appelait, chez nous, il m'appelle tout Titi. Il disait, Titi, dis bonjour à M. Lacorne. Puis moi, je dis, bonjour, M. Lacorne. Et là, Frank Lacorne disait, Henri, si je monte sur le quai. Mais il n'a jamais monté. Alors, ses fonctions consistaient à enregistrer le bateau, sa provenance, son tonnage, son chargement, pourquoi est-ce qu'il venait chercher.
et autres informations, y compris le nom du capitaine. La plupart du temps, OK, ça c'est aussi intéressant, la plupart du temps, parce que ça c'est la compagnie qui va vendre le bois, là, qui exporte le bois, la plupart du temps, le maître d'œuvre est mandaté par la compagnie exportatrice de s'assurer qu'il y a des personnes présentes pour amarrer le bateau. Surtout l'automne tard, quand ça rentrait dans les grands norois, parce que c'était des grands marées, il y avait quelque chose à y voir des fois. OK. Après que le maître du Havre est rentré, OK, ça c'est à lire du guet. Lorsque mon grand-père a terminé, il était assez âgé, merci, OK, c'est Alire Duguay qui a pris sa place. Et Alire Duguay, évidemment, a été... il faisait pas mal toutes sortes de jobines tout le tour du quai, puis parfois il rentrait en conflit avec Raymond Roy. Je vais vous raconter ça. Alors, ça c'est Alire Duguay. OK, on continue, ça va bien. Après ça, c'est le douanier, Albéni Legère. Alors, Albéni Legère, c'est le premier qui arrive avec un costume, là. Hein? Il a un uniforme, puis lui, il monte à bord du bateau, rencontre le capitaine, vérifie, évidemment, et met des scellés. OK? Parce que ces bateaux-là, ils ont de la boisson. Ils ont beaucoup de choses qui pourraient être des objets de contrebande. Alors, il met des scellés sur le bateau, et il sera le dernier aussi à monter sur le bateau avant le départ. Là, il coupe les scellés. Alors ça, c'était Albéni Legère, comme vous le savez, qui était un personnage. Après ça, arrive un personnage très connu d'une certaine population de mon âge, c'est Harold Young, le garçon Fred Young, plus connu sous le nom de Macater. Un tout-lévis. Il volait même dans le magasin de son père et vendait au bateau. Vous comprenez? Une fois le travail du Danois terminé, c'est au ship chandler, c'est-à-dire celui qui s'occupe de l'approvisionnement du bateau. Il rencontre le capitaine et il dit, avez-vous besoin de l'eau? Hein? Ça, c'était sûr que de l'eau, il en avait besoin, etc., etc. Alors, le ship chandler a été pendant longtemps Harold Young, Macater. Après ça, c'était des gars, des compagnies de batteurs. Je pense que c'était un gars qui travaillait chez Kent qui assurait ça. Et c'était un excellent joueur de piano en passant. OK? Alors, la première chose que le bateau va vous demander, c'est de l'eau. Hein, parce que ça fait 8-9 jours qu'ils sont en mer la plupart du temps. Et là, ils arrivent, puis ils ont besoin d'eau. Alors, vous avez Jean Blanchard était celui, hein, il travaillait à la Gordon Pugh, il est là, et il avait, évidemment, ça a été muni d'un réservoir, et le camion, Jean Blanchard n'avait pas de camion, mais c'était le camion à lire Cormier, qui était un de ses voisins. Et là, il faut que je vous explique ça, là. C'était assez ingénieux. Vous avez la plateforme avec 2 poteaux, là. Alors, on ne forçait pas. Le troc reculait, frappait les 2 poteaux, et à un moment donné, lorsqu'on avait fini, on mettait ça, puis là, la tank était vide, là, c'était facile. Alors ça, évidemment, le soir, une fois que les gens avaient fini pas de charger, mais la journée était terminée, bien là, tu voyais Jean et le camion charger beaucoup de barils de cette tonne d'eau-là. Alors, l'arrivée d'un bateau est source de petite contrebande. Si Albéni Legère pensait, il allait doubler les gars du bateau et les petits contrebandiers d'ici, non. Il mettait des scellés, mais des fois, il avait beaucoup plus de cachets ailleurs. Alors, les produits les plus à la vogue étaient les cigarettes Camel, les Pall Mall et le Johnny Walker. Et moi, j'ai vu, OK, dans la gare chez nous, un truck de 2 tonnes chargé de Johnny Walker. OK? Alors,
C'est peut-être là que l'argent vient. Mais, non, c'était tout un... Puis, lorsqu'il y avait 2 bateaux, c'est-à-dire un qui était à l'ancre, puis l'autre au quai, là, tu voyais le soir à la brûlante, les petits bateaux allaient l'autre bord du bateau, parce qu'on ne les voyait pas de la côte puis du quai. Et là aussi, il y avait un certain trafic. Un automne tard, est rentré peut-être un des grands bateaux ici, il s'appelait le VETB, V-E-T-B-A-Y, un bateau allemand. Et c'était son dernier voyage. OK, après ça, le bateau était désaffecté, pour ne pas dire scrappé. L'équipage a tout vendu. Peinture, chaudron, boisson, nommez-les, ils ont râlé pour 2 jours de temps, les petits contrebandiers. Ouais. Alors, photo prise à la fin des années 30 qui démontre l'aspect un peu lamentable des infrastructures. Vous voyez lequel, il n'y avait pas de pavé, c'était juste comme la terre. C'était un peu triste, mais c'était les débuts. C'est après la guerre, évidemment, que ça va beaucoup partir. Okay? Et là, vous avez une excellente photo de 2 bateaux. OK? Lorsque je vous disais que le soir, on allait l'autre bord du bateau qui est au large, alors c'était évidemment le bonheur. Alors, vous avez 2 bateaux et il y a des étés qui a rentré, évidemment, plusieurs bateaux. Alors, après, il faut avoir des personnes qui runnent ce show ici. Alors, le premier stevedore qu'on a vu, le stevedore, OK, encore une fois, c'est le responsable du chargement. On pourrait dire le contremaître, c'est-à-dire c'est lui qui est sur le pont puis qui s'assure que ça travaille puis que ça corde comme il faut. Okay? Surtout lorsqu'on fait des déclos, c'est-à-dire lorsqu'on on met du bois sur le pont. Alors, ici, vous avez Majoric, fils à capitaine Lantaigne, qui était aussi responsable des hommes, parce qu'il était aussi, il engageait. Alors, le bateau est rentré, tout le monde qui a des affaires officielles à faire avec le bateau sont faites. Le lendemain, va commencer le chargement. Et pour ceux qui ont connu ça, il y en a beaucoup ici qui ont connu ça, le matin, dès 6h30, 7h, on voyait arriver des hommes avec le pic sur l'épaule, en arrière des trocs, à pied. Bref, il y a 150 hommes qui viennent, des fois plus. Puis, le bateau, dans son ensemble, quand c'est un gros bateau, va engager 125 hommes. Alors, et le gars qui engage, après que Majoric, le capitaine, a terminé, si vous voulez, son travail, parce que c'est Raymond Roy, le père à Roger Roy, qui, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, arrive de Dalhousie. Évidemment, c'est un syndicaliste, et c'est comme lui qui va prendre en charge de tout ça. Et là, vous avez toute une liste. Alors, vous avez des gars qui vont être engagés sur le bateau, et ceux qui ne sont pas engagés sur le bateau vont se rendre dans la yard pour pogner, on dit ça, pogner l'ouvrage dans la yard. Alors, vous avez, au départ, les gens qui vont s'occuper des treuils, des winches, et les signaleurs. Ça, c'est les jobs les plus importants. Pas n'importe qui peut être sur un winch, surtout quand le winch est à vapeur, et le signaleur. Parce que lorsque le bateau arrive et il est vide, vous n'avez aucune idée comment creuser ces cales-là. Puis là, vous avez le bois qui descend au bout d'une sling, là. Puis là, tu as les gars qui sont là et qui poussent, là, parce qu'il faut qu'ils l'envoient dans le coin de la cale. Puis quand le signaleur dit ça, il faut qu'il lâche, parce que sans ça, il peut tuer du monde, là. OK? C'était pas un petit travail, OK? Surtout lorsque tu commences dans le fond. Alors, vous aviez
Léon Gionnet, je ne sais pas s'il est ici, a été winchman. Son père l'a été. Bref, c'était des gens. OK? Et les signaleurs, je pense, Léonard Le Boutillier a été aussi signaleur longtemps. Après ça, vous avez des hommes dans la cale. La plupart du temps, les bateaux ont 4 cales. Et moi, quand j'ai travaillé comme sligneux 2 étés avec Léo Blanchard, j'ai dû vécu, moi, là. OK? Raymond Roy est dans l'escalier. Puis là, il dit, là, il nomme les 4 cales. Mais nous autres, on est sûrs de pogner parce qu'on est toujours sur la cale numéro 1. Parce que c'est la petite cale. Puis tu finis comme une demi-journée avant. Hein? Les gars ne sont pas trop intéressés à ça. Ça fait, il disait, puis il parlait anglais tout le temps. Hein? Il disait, le breton Blanchard, hatch number 1. Nous autres, quand on entendait hatch number 1, là, ça voulait dire qu'on allait passer une belle fin de semaine dans la voie de l'argent. Alors, après ça, les hommes dans la cale. Après ça, vous avez les sligneux. Moi, c'était ça notre job. Puis ça, les sligneux, c'est toujours des jeunes. Hein? Parfois, tu montes sur le troc, tu accroches le crochet. Après ça, la sligne revient. Il faut que tu les mets sur des crochets pour lorsqu'ils vont changer de niveau. Et ça, évidemment, c'était vraiment une job intéressante. Puis pour des jeunes, c'était bien. Alors ça, les sligneux, c'est pas compliqué. Ils sont 8. Hein, 2 par cale. 2 par cale, oui. Et parce que des fois, ça te prend... faut que tu vas chercher le catombé ou quoi que ce soit. Et c'est toujours des chaînes. Et à un moment donné, les compagnies ont essayé des fils de fer, ce qu'on appelle des wires. Hein? Les pêcheurs appellent ça des wires. Mais c'était, à un moment donné, ça s'effilochait, puis c'était... Non, ça n'a pas duré tellement longtemps. OK? Et là, vous avez évidemment le stevedore, le contremaître. Après ça, vous avez les hommes dans la yard. La plupart du temps, vous avez 5 groupes, qu'on appelle une gang. 5 gangs de 5. OK? Après ça, vous avez les collars. Les collars viennent du mot calling, qui veut dire rejeter. Et là, les collars, vous en avez toujours 2 ou 3. Eux autres, ils se promènent avec une piqueroune, puis quand ils voient que le bois est... Puis ils sortent du camion ou ils sortent de la corde. Okay? Et les waterboys. J'ai été waterboy aussi. OK? Porteur d'eau. 2 dans la yard, 1 sur le quai. OK? Et là, tu as tes sioux, puis là, tu bomb and drive, puis tu t'emportes là, puis tu fais boire les gars. OK? Et le plus... Prochaine. Ça, c'est les 2 instruments. C'est tout ce que tu as besoin. La piqueroune pour les collars, puis le pic pour travailler soit dans la yard ou soit sur le bateau. OK? Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de hard hat, puis quoi que ce soit. Il n'y avait pas de... Non. Mais le personnage le plus coloré de l'époque des Stims est Jim Foley. Lui, il était waterboy sur le quai avec son cheval. Et à la fin de la journée, quand il avait abusé un peu de la bouteille, le cheval le conduisait à Et Léon Gionnet me racontait, parce que Léon a travaillé longtemps là-dessus, quand ils étaient jeunes, une fois, Jim Foley a tombé entre le bateau et le quai. Mais il a survécu. Oui. OK. Les instruments. Après ça, on continue. Octobre 1947. Le drame. Mort tragique de Pierre Albert, 37 ans. En 1947, OK, en octobre, ce bateau-là rentre. OK? Vous voyez les booms, là? Vous avez 2 booms, 1, mais les 2 booms du milieu s'entrechoquent, se frappent. Il y en a un qui casse et va tuer Pierre Albert.
le père à Pierre Albert qui est ici ce soir. OK? Et Pierre me disait ce matin que sa mère s'en est pas tellement remis de cette mort-là. Pierre, lorsque l'accident est arrivé, et c'est le seul accident d'ailleurs, hein, l'accident est arrivé, il y avait 10 mois. Yeah. Les winchmen et les signaleurs étaient des chasses gardées. Hein, c'est pas n'importe qui. On savait qu'est-ce qui allait l'être la plupart du temps, parce que ça dépendait évidemment de la sécurité. Et là, ici, vous avez les deux winches, parce que c'est 2 winches par cale. Hein. Et là, vous voyez le signaleur qui est dans le coin, là. Il surveille, là. OK? Il surveille, puis à un moment donné, les gars poussent, puis là, quand il dit, il faut que ça lâche. Et souvent, hein, les winches, c'était pas comme aujourd'hui, là, c'était pas la haute mécanique. Surtout dans les années 40, à la fin des années 40, la plupart des bateaux étaient, si vous voulez, c'est quoi ce qui restait de la guerre? Ces bateaux-là avaient été utilisés à mort, hein, pour toutes sortes de frais durant la guerre. S'ils n'avaient pas été coulés, ils étaient très maganés. Alors, c'est entre 12 et 15 camions qui étaient engagés lors d'un chargement. OK? Et ça, il faut que je vous raconte ça aussi. Il y avait des trocs que la foncure, OK, était courte. Puis les gars qui se liaient, là, pour faire du diable, hein, ils levaient elle d'en avant elle d'en arrière. Puis le troc levait de même, OK? OK? Ça, c'était... Et pour finir la journée, là, parce qu'on voulait faire une pleine journée, comme une demi-heure avant, là, pour stretcher la job, on se liait dans le bout de la bunch. Puis quand tu levais, ça tombait tout à terre. Et là, ben, ça prenait une dizaine de minutes, 15 minutes, pour tout corder ça de nouveau. Ça, c'était des trucs de débardeur. Je suis débardeur. À vous lire. Hein? Prochaine. Next. Qu'est-ce qui est arrivé? Aline? Bon. Ah, ça, c'est très intéressant. On a 9, 10 ans, 11 ans. Puis là, moi, c'est mon grand-père, jusqu'à Bernard-Ré. Ben là, la yard à Félix, c'était une yard très... Et lorsque on allait dans la yard, on disait « Pitawan Drive », OK? Puis là, on embarquait. Puis là, évidemment, le favori, c'était à lire combien. À lire combien pour Benoît de Jean-Blanchard, ici, là. Parce qu'il drivait vite, puis il y avait des beaux trocs. Alors là, on pouvait avoir une drive avec à lire combien. Puis là, ben, tu as 10 ans, là, tu embarques dans le troc. Tu descends, tu décharges. Là, ben, tu sais, on est des enfants. Après 3 trips, là, je pense que je vais débarquer. Puis, là, le lendemain, le même scénario, OK? Puis là, Ali disait, êtes-vous pas tanné? Bon. Ici, c'est une histoire intéressante. Le père Marsolio. Le père Marsolio, évidemment, a été curé de Caraquette de 1838 à 1941. Il a été aussi, 1932-1941, mais il a été vicaire à partir des années 20. OK, à Caraquette. On dit que c'est lui qui est responsable des noms comme Antonio, Rufino, Camilio, OK? Puis les Rita, puis les Alfredo, puis les Julia, c'est là qui était fort là-dessus. Toujours est-il qu'il vient de Saint-Pierre-et-Miquelon, OK? Et lorsqu'on chargeait un bateau, le baptême, on est là, nous autres, là. Tout le monde s'interpelle par leur surnom. Okay? Touchez pas le tapote, il est chaud au matin. OK? OK? Puis c'était de même. OK? Regarde la petite bedaine sur Alice, là. OK? C'était une musique. OK? Et ça, évidemment, l'un des spécialistes
de cette mémoire-là, c'était Tite-Light, hein? Legère, Léonard Legère, dont j'ai le recueil ici de tous les nicknames, tous les surnoms. OK? Et ça, évidemment, c'était extraordinaire. Tous les gens savaient les surnoms des autres. Hein? Les Lambert, c'était les Corwick. Hein? Homer Chenard, Homer Peteux. Hein? Hein? Les Blanchard, les Paillasses. Hein? Les Lantaignes, les Clameurs, les Bedaines, les Tépotes, les Compas. Il y en avait. Okay? Alors, un jour, le père Marceliot, curé de Caraquette, demande ce qui s'est passé chez Joe Chiasson, alors qu'il était juge. Okay? Alors, les personnages. Gustave Montaigne, on l'appelait la potée. Raphaël Hébert, Carême. Joe Hébert, Capio. Georgina Hébert, Titrou. Marcelin Thériault, Cocombe, OK, l'oncle à Fidèle Thériault, là, OK, et Joe Chiasson, Capite, qui était le juge. Alors, voici l'histoire. Le père Marceliot dit, qu'est-ce qui se passe sur Joe Chiasson? Voici la réponse de Légère. Gustave Lapoté a dit à Capio que Carême couchait avec Titrou quand il était parti à la pêche. Capio a battu Carême. Carême a été chez le juge Capite faire une plainte et Capite a donné un mandat d'arrestation à Cocombe et a porté Capio devant le juge Capite. Alors, le père Marceliot, il venait de sa Bible, il n'a rien compris de ça. Et si vous avez, évidemment, Cocombe, qui était comme un police provincial longtemps, va à la fin de sa carrière joindre la GRC et c'est la photo de Marcelin Thériault, dit Cocombe. C'est assez intéressant car lorsqu'il y avait la bénédiction des bateaux, les bateaux qui venaient d'étrangers chercher du bois de pulpe, là, comme on dit, ben, ils participaient à la fête. Ils décoraient le bateau, comme vous voyez là-bas. Mais c'est la première fois que je vois ça. On décorait le quai avec des arbres. Voyez-vous, là? Tous les arbres, même sur le garage et tout ça, sur le magasin des Young. Bref, c'était quelque chose à voir. OK? Avec des tracteurs de la Golden Pew, les pêcheurs et les camions en bois, ça occasionnait beaucoup de circulation sur le quai. OK? C'était vraiment un centre d'activité assez important, merci, à l'époque, avec évidemment le magasin des Young que vous voyez là. Allô, la photo. Alors ici, vous avez Aurélie, la petite bédaine Lantaigne, qui est là, le petit gars qui est là. La photo a été prise en 1948. Il y a 10 ans, vous savez son âge. Hein? Puis peut-être qu'il y a 87, en tout cas. Mais c'est une très belle photo et je tenais à montrer cette photo-là, puis les camions. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Vous avez les deux mâts qui est là, puis vous avez une face de cheval, là. Voyez-vous? Ça, c'est le cheval de Jim Foley. Il est encore là, mais il va monter bientôt. La prochaine. Ça, c'est peut-être la plus belle photo de la collection qu'Yvan Cormier a. C'est où est le Super 8 aujourd'hui. C'est les goélettes des Robins, OK, qui sont à l'abondant à cette époque-là, avec un bateau qui est mouillé au large, un bateau qui est venu chercher du pulpe en attendant que l'autre est chargé. C'est une très belle photo. Et s'il y a des peintres dans la salle, ce serait un beau sujet pour faire un beau tableau. De quoi est-ce que je me mêle? Hein? Bon. Alors, il y a des années, au-delà de 30 bateaux entrent dans le port de Caraquette et au-delà de 90 000 cordes de bois sont expédiées. OK? Alors, ce qu'on sait qu'une corde, c'est 4 par 4 par 8, là.
À noter que le bateau blanc est un bateau à vapeur venu pour la Gordon Pugh. Alors, vous avez un bateau qui est mouillé, vous avez un bateau qui est chargé, qui est sur le point de partir, et le petit freighter, le petit caboteur qui est là, lui, il venait pour la Gordon Pugh parce qu'il y avait des cales réfrigérées. Et comme vous le savez, à l'époque, il y a beaucoup de morue. Et à partir du mois de juillet, les entrepôts frigorifiques de la Gordon Pugh sont pleins. Alors, il faut évidemment vider ça. Et encore une fois, j'ai travaillé avec M. Légère, Joseph Légère, le père à Emma Légère, puis qui est marié avec Doucette. J'ai travaillé dans les fusées à charger, si vous voulez. C'était des blocs de 61 livres. Pourquoi 61 livres, je ne sais pas. On travaillait à 20 sous zéro, là-dedans, en mois de juillet. Oh, quel vécu que j'ai! Hein? Alors là, vous avez une histoire extraordinaire. Le 14 novembre 1961, le navire le Erwin Schröder, battant pavillon allemand, entre au port de Caraquette pour un deckload, après avoir chargé ses cales de bois à Bathurst. Okay? Un deckload, c'est lorsque tu charges le pont. Okay? La personne, l'expéditeur de ce chargement-là, était Percy Cormier. Parce que, vous savez, Percy Cormier avait sa cour à bois à Bathurst, mais quand il manquait peut-être de bois pour finir un voyage, bien, il s'organisait avec la Gloucester Lumber ou autre compagnie. Et là, le bateau a rentré le 14 novembre. À son bord, un jeune marin apprenti de 21 ans, inscrit à l'école navale de Hambourg. Le nom de ce jeune marin est Peter Zorn, de Caraquette. OK? Originaire du village de Wolbeck, en Prusse occidentale. OK? Suivante. Alors, vous avez Peter Zorn et vous avez son village natal, OK? Qui aujourd'hui compte 4200 habitants. Il y a des belles photos de ce village-là. Je l'ai pris parce que Peter me dit que c'est un peu célèbre pour ses moulins. Il dit qu'il a été, la dernière fois qu'il a dit, il y avait encore 5 moulins qui marchaient. Alors, vous avez ça. Le début d'une histoire d'amour. Ah, j'ai montré ça à une femme. Elle a dit, Rosalba n'a pas choisi le plus laid des Allemands. Hein? Elle a dit, tu parles d'un bel homme, toi. Il faut dire qu'elle avait un certain âge. Bon. Le Erwin Schröder complète son chargement le samedi. Et le capitaine de son équipage dit à son équipage qu'il partira à la mer Haute dimanche matin. Dans l'entretemps, Peter est invité à la danse à la Légion canadienne dans le cadre du mariage de Lucien Poirier, Grichepoil, hein, et d'Alignac Gallien. C'est alors qu'il rencontre Rosalda Chiasson. Ils ont tous les deux 20 ans, 21 ans. Alors, c'est l'amour instantané, d'après moi. Il retourne, mais ses parents disent, regarde, tu vas finir, ça prenait 3 ans et demi. Ses parents veulent qu'il termine son apprentissage d'une durée de 3 ans et demi, après des périples qui l'amènent autour du monde. OK? Sur des bateaux vagabonds, qu'on appelle des tramp ships. OK? Il reprend contact avec Rosalda et se marie en Allemagne en 1964. À la religion catholique, tandis que lui, il est luthérien, toujours luthérien. OK? Ils vont être mariés par un moine dominicain. Le couple arrive à Halifax en janvier 1965. Écoutez-moi ceci. Lorsqu'il repart, OK, il revient en Allemagne, puis là, il repart sur ce tramp ship-là, il fait 9 mois sans débarquer, là. OK? Puis arrivé en Australie, je pense, à Fremantle, je pense qu'il m'a dit, il dit au capitaine, je vais me débarquer. Le capitaine dit, quoi? Je vais débarquer. Il dit, comment ça fait longtemps que tu es à bord? Il dit, 9 mois. Juste 9 mois? Et là, évidemment, son prochain périple, 13 mois. Et là, évidemment, il ne parle pas à Rosalda, il est loin, là. Mais il a littéralement fait le tour du monde. La Pentagonie, le canal de Suez, nommez-le. Et
Puis c'est très intéressant de jaser avec lui. Ça fait, lorsqu'il finit, il est à la fin de ses 13 mois, la deuxième traversée, il dit, je suis en Virginie, à Newport News, je pense. Il dit, je vois une cabine téléphonique. Je me ramasse un paquet de 25 cents. Puis je vois dans la cabine, il dit, la cabine, les vitres, tu vois bien à travers, et tout ça. Il dit, quand j'ai sorti, là, tu ne voyais pas à travers, c'était plein de buée. Il avait travaillé dur. OK? Et évidemment, ils se sont mariés, comme je vous le dis. Hein? Okay. Les dernières années, ça va bien. Dans les années 80, et par après, les compagnies exportatrices disparaissent une après l'autre. OK? Et c'est le syndicat forestier qui prend la relève. Ce ne sont plus des bateaux, mais des barges le plus souvent, qui sont chargés d'une façon assez peu prudente, d'où des avaries. Il y en a un qui avait chaviré, le voyage avait chaviré sur le quai, c'était un mess. Je vais vous montrer, regardez-moi ceci, là, la prochaine. Il faut être innocent. Hein? Vraiment. Puis là, ça avait tout tombé. C'était pas croyable. OK? La saga de l'Ariashad. Bateau iranien. Okay? C'est le plus grand bateau à rentrer dans le port de Caraquet. 528 pieds. Okay? Ce n'est pas une question de longueur, c'est une question d'eau sur la quille. 528 pieds au moins. Okay? Ensuite, à la révolution de Khomeini le 4 novembre 1969, arrive en décembre ce bateau iranien-là qui est vide, puis qui vient chercher rien, là. Il vient un peu se réfugier ici, OK? Il était l'ARIA, puis il faisait partie de la compagnie l'ARIA National Shipping Line, OK? Puis il y avait 6 ARIA. Il y avait l'ARIA Sun, l'ARIA Shad, bref, OK? Qui deviendra, OK, plus tard, l'Islamic Republic of Iran Shipping Line. Aujourd'hui, ils ont 115 navires, surtout des porte-containers. Alors, c'est un grand bateau, tout le monde est sur le quai, c'était pas croyable. Puis dans le temps des fêtes, imaginez-vous. Alors, le capitaine, le pilote, qui l'a rentré, prudent l'antenne. De mémoire d'homme, le grand prudent. Et lorsque c'est le temps de sortir, parfois qu'il sorte, parce que ça va être pris dans les glaces, là, il échoue en sortant dans le bout de Poucheli. Et là, c'est pas un petit problème, là. Une pareille bête, puis regardez, il n'est pas si loin de la côte que ça, là. Okay? Mais finalement, ils vont réussir à le sortir avec l'angle. Bref, je ne sais pas exactement comment, mais il y a toute une histoire sur Facebook, si jamais vous allez voir, de ça. Okay? Et là, vous avez un apprenti pilote, Marcel Albert. OK? Et ça, c'est Marcel dans ses beaux jours, là. Okay. Un jour arrive à la bouée d'assurance 2 bateaux. C'est alors que Prudent demande à Marcel de monter dans l'un des bateaux et lui dit quoi faire. Okay? Une fois arrivé à avoir bien compris les instructions de Prudent, Marcel arrive au quai de Caraquet et le capitaine demande à Marcel « How many shackles? » Ils n'ont aucune idée de quoi ce qu'il parle. Ça fait, il va sur le VHF, il est VHF. Il dit à Prudent, il me demande comment de shackles, j'ai aucune idée de quoi ce qu'il parle. Prudent, il dit, tu lui diras 2 shackles. Ça fait Marcel au capitaine, 2 shackles. Puis, tu sais, il fait comme si il connaissait ça, là, en Marcel. Or, un shackle, c'est pas compliqué, c'est 90 pieds de chaîne. Et c'est une mesure navale pour la chaîne d'ancre, ou si c'est une corde d'ancre, ou c'est des énormes cordes qu'on appelle un Hawser, H-A-W-Z-E-R, c'est 90 pieds. Alors, lorsqu'il y a dit 2 shackles, ça voulait dire laisse aller 180 pieds de chaîne. OK? Suivant. Le Rosita. Ça, c'est le plus gros bateau qui n'a jamais rentré. Il a resté à la bouée d'assurance.
Ce navire de 600 pieds que le syndicat forestier avait fait venir pour un chargement de 3300 cordes de bois, OK? Va se rendre qu'à la bouée d'assurance. Le pilote, Clarence Savoie, ne peut assurer que le navire d'une telle grosseur puisse être manœuvré à la tête du quai de Caraquet. OK? Il y a 100 pieds de large par 600, là. C'est énorme, OK? Et là, évidemment, il va rebrousser le chemin, il va monter à Dalhousie, c'est là qu'ils vont le charger à Dalhousie. Mais là, il va y avoir une polémique dans les journaux. Hein. Alors, le syndicat forestier, le gars s'appelait, je pense, Georges Lajoie, va blâmer la garde côtière. Parce que la garde côtière avait dit à la compagnie, les armateurs qui avaient envoyé ce bateau-là, que s'il échouait, s'ils endommageaient le fond, bref, ils étaient responsables. Alors, Clarence se voit, il dit, j'ai pas assez de place pour tourner ce bateau-là. Il dit, à la tête du quai, c'est pas si large que ça. Alors, c'est le plus gros bateau jamais venu au quai, mais qui s'est rendu à la bouée d'assurance. Okay. Je vais vous lire ce qui était là. Rejoint par l'Acadie Nouvelle, le pilote qui devait effectuer les manœuvres d'accostage de Caraquet, Clarence Savoie, a confirmé avoir reçu la lettre de la garde côtière lui indiquant que le capitaine serait tenu responsable de tous les dommages causés à l'environnement et qu'il serait également tenu responsable si le navire échouait ou obstruait le canal. Tadadada. Bref, ça finit là. Et là, vous avez Clarence Savoie qui l'a rentré pas mal gros là, qui était le G. Taldic, OK? Et vous voyez Clarence qui a toujours, je pense, sa licence de pilote, mais il n'y a plus de bateau qui rentre. Okay. Ça, c'est une très belle photo. C'est ce qu'on appelle un deck load, OK? Un chargement sur le port une fois les quais terminés. Et vous voyez, on dresse des palissades, là. Et vous voyez, là-bas, le quai, c'est le quai des Robins. Le quai des Folies, l'autre bord, on ne le voit pas, mais on voit bien le quai des Robins. Et on voit le bocage où est l'hôpital aujourd'hui, etc., etc. OK? C'est une très belle photo. Et le monsieur qui est là, c'est Julien Lantaigne, Julien à Majoric, le père à Norbert Lantaigne. Alors, c'est une belle photo. Et c'est rare que tu vois ça, mais il y avait le nid de corbeau, le crow's nest, en haut du mât en avant. Pourquoi ils n'avaient pas de radar, je ne sais pas. Et les remerciements, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé. Là, vous savez, là, vous voyez, là, il n'y a plus de yard, OK? Les trucks viennent avec leur chargeuse, puis ils déchargent directement du truck. Ou s'ils n'ont pas de chargeuse, on va se lier dans les brancards qui sont en bas là, jusqu'à le gars avec un chapeau qui va faire la même chose. Alors, Fidèle, Philippe Basque, Yvon Pommier, René Doucet de Batteuse, Carole Ferguson-Poirier, okay, la nièce à Raymond Roy, Roger Roy, Peter Zahn, Ginette Cormier, Léo Blanchard, René Lantaigne, Réal Boucher, Aurélien Lantaigne, Jean et Monique Mourant pour la photo de Frank Foley et évidemment Pierre Albert ce matin. Et j'en ai une dernière. C'est une très belle photo. Et la citation est de moi. C'est un peu bizarre, mais pour moi, la nostalgie, c'est le bonheur d'être triste. Merci. Je prendrai une couple de questions si je n'ai pas toutes les réponses. J'ai travaillé chez Bateau, mais pas toutes les réponses. S'il y avait des questions, j'en prendrais, là. Oui. Le bois de pulp, c'est du sapin puis du prusse. Puis le pit prop, le bois de mine, c'est du jack pine, du pin rouge. Que du jack pine. Ouais. Puis, ouais. 8 pieds, puis du 10, mais surtout du 8 pieds. Du 10 pieds, là. Quand tu chargeais un bois là, avec du 10 pieds, puis il mouillait, là.
c'était dangereux. C'était pas... Puis c'est pas croyable. Le seul accident, puis c'est vraiment un accident en 1947, comme je l'ai expliqué, parce que le père à Pierre Albert se fait tuer. C'est pas la faute des hommes, c'est le matériel. C'était du vieux matériel d'après-guerre, usé à la corde, puis le baume a cassé. Puis il a tombé. Oui, monsieur? Oh, écoute, les gars disaient que c'était de la bonne gang. OK? Mais ça dépendait des années. Une pièce de l'heure, une pièce et 10 de l'heure. Dans les années 60, je pense qu'on faisait une pièce et 25, là. Hey! Une pièce et 25, mais tu faisais, je ne sais pas, un chèque de 125, 130 pièces. Ça dépendait de la job, là. Ça dépendait de la grosseur du chargement. Tu sais, un bateau qui venait pour 3000 cordes dans le bois de mine, là, tu sais, c'était 5 jours, là. Yeah. Autre question? Ah, il faut que je vous compte ça. J'ai oublié. Une journée, on a 9 ans. Oh oui, 50 ans. On a 9 ans. On trouve une cartoune de Paul Mall. OK? On s'en va en arrière du Seagull, là, le Seagull jusqu'à Roman Dwell, la maison Paul Lantagne à côté, c'est là qu'était le Seagull. On est 3. Moi, Gabaye, puis un autre, là. Puis on s'en allume, OK? On fume le chœur, là. Une après l'autre, jusqu'à temps. Arrive à la maison, les yeux bien rouges. Malade! Oui, ça a été enfumé jeune. Oui, madame. Avec quel pays on avait affaire le plus? Beaucoup la France. Le bateau, par exemple, que Peter Zorn est venu dessus, le chargement allait à Caen, en Normandie. Et moi, je ne pensais pas qu'il y avait un port à Caen. Ben oui, le fleuve l'Orne, OK, qui est le 2 plus grands fleuves de France, ils ont bâti un canal et tu peux rentrer à Caen. Alors, le bois que le bateau à Zorn avait venu, le Erwin Schroeder en 61, était destiné pour Caen. Ouais. Ouais. Ah, il faut que je vous compte ça. Peter Zorn va revenir, puis chargé à Dalhousie. OK? Le bateau monte à Dalhousie ou Clermont, je pense que c'est Dalhousie. Et l'homme est en amour, là. Fait, il s'organise pour descendre à Caraquette. Puis il arrive sur l'autobus, il y avait Johnson Bus, là, à un moment donné. Puis il pogne Lambert, OK? Joseph Lambert, qui drive taxi, lui donne une drive. Je suis Willy Chiasson. OK? Puis il débarque. Puis Peter il dit, il s'en allait pas. Il dit, il n'y avait pas d'affiche de taxi. Il dit, moi, je pensais qu'il m'avait donné une drive comme un bon samaritain. Il dit, tout ce temps-là, il attendait pour être payé pour la drive. OK? Alors, ce sont des anecdotes de même. Une dernière question, peut-être? Oui, monsieur. Le bois de mine, Oui. tout plumé rough. Oui, rough, oui. Mais c'était plumé, par exemple. Ah oui, oui, c'est pas comme du pulp, là. Le pulp, c'était pour le papier. C'est que le pulp a été très en demande après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y a une pénurie de papier. OK, il y a une pénurie de papier en Europe qui va durer dans les années 58-59. Halzan du pulp. On n'était pas les seuls. La Miramichi exportait. Bathurst exportait. Dalhousie exportait. Ils sortaient peut-être, je ne sais pas, 200-300 000 cordes de bois par année, là. Juste dans le nord ici, là. Ah oui. C'était une grande industrie. Ouais. OK. Ben merci pour tout. C'est bien gentil. Moi, je vais prendre une pause. Bernard va m'en faire, là. C'est le temps qu'il travaille, lui, là. Mais je vais revenir avec une conférence, et là, ça va être très arbitraire au mois de novembre, sur nos grands personnages, OK? Les gens qui ont marqué l'histoire, que ce soit la garde Pinette ou n'importe... Bref, une espèce d'aperçu des gens
qui, on va peut-être oublier, là, mais on va les inscrire au moins sur la pellicule. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est toujours un plaisir de connaître toutes ces belles anecdotes et on remercie infiniment nos historiens parce que c'est grâce à eux qu'on réussit à conserver ces vieilles histoires parce que ça se perd dans l'oubli. Alors, je vous invite à passer à côté et prendre un petit thé. La dernière fois, on avait oublié le thé, mais là, je pense qu'il est là. Vous attendez du thé, du café, des petits biscuits. À la prochaine. Merci beaucoup d'être venu. Peut-être du Johnny Walker.